Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Bonjour chères auditrices et auditeurs. Avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2025 et de vous remercier pour votre fidélité. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'économie russe, car en Russie, les indicateurs économiques se sont fortement dégradés et fait inhabituel, même Vladimir Poutine l'admet. La classe moyenne trinque et de grands patrons grognent. L'inflation a atteint 9% à la fin de l'année et la croissance, qui affichait des niveaux insolents en dépit des sanctions occidentales, se tarit. Enfin, le cours du rouble a atteint son niveau le plus bas depuis les premières semaines de l'invasion de l'Ukraine il y a 3 ans. Alors certains se prennent à espérer que ces difficultés, en partie liées aux sanctions, puissent faciliter un arrêt des hostilités en Ukraine. Pas si simple, car la Russie a une économie largement dévouée à la guerre et une nouvelle catégorie de Russes y trouve aussi son compte. Pour en parler, nous allons à Moscou et dans sa banlieue avec Andrei Borodulin sur le terrain. J'ai aussi appelé Robin Bjalon, journaliste de l'AFP à Varsovie, chargé de suivre l'économie russe. Sur le fil. Bienvenue au GUM, une immense galerie marchande à l'allure de gare, la plus célèbre de Russie. Ici, le marbre beige est roi, mis en valeur par d'immenses verrières. À 2 pas de la place rouge, les riches Russes qui s'y promènent peuvent oublier la guerre, comme Anastasia, 32 ans. Bien sûr, il manque beaucoup de choses, mais de nombreuses marques russes ont pris le relais, y compris les marques de luxe, qu'on a pu remplacer facilement. Oui, je suis contente dans l'ensemble. Je porte actuellement une marque de luxe russe, donc je n'ai pas vraiment été impactée. Et si jamais vous avez besoin de quelque chose de particulier, les buyers sont toujours là pour vous le ramener. Les buyers sont ces acheteurs qui vont à l'étranger pour se procurer les produits de marques qui ont quitté la Russie et les revendre sur place. Dans la capitale, les plus riches vivent presque comme avant, selon Robin. En allant à Moscou en mars, la première fois, ce qui m'a le plus frappé, c'était qu'en fait, rien ne montre à Moscou qu'il y a la guerre et c'est comme si on était à Paris, Londres ou New York, quoi. C'est quand même c'est une mégalopole de quasiment 15 millions d'habitants et dans le centre-ville, il y a toutes les grandes marques auxquelles on peut penser quand on pense à une grande ville. Mais à environ 40 km de là, sur le marché de Dedovsk, les habitants comptent leurs billets. Zinaïda Kudryavtseva, 60 ans, fait partie de ces retraités russes directement impactés par l'inflation. Elle confie qu'elle ne peut plus se procurer certains médicaments et qu'elle a renoncé à plein d'autres produits. Je me limite beaucoup maintenant. Je n'achète pas de viande de bœuf, c'est trop cher pour moi. J'achète encore du poulet pour la soupe, du lait et du pain. Rarement du fromage blanc parce que tout est trop cher. Je prends juste ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim, je vous le dis franchement. Zinaïda Kudryavtseva survit avec une retraite de 16 000 roubles, soit 140 € au taux de change actuel. Car aujourd'hui, 1 euro vaut environ 110 roubles, alors qu'avant la guerre, c'était 1,85 rouble. Sans l'aide de ses filles, elle ne s'en sortirait pas. Sans aller jusqu'à critiquer la guerre, elle craint ses conséquences. De quoi suis-je inquiète ? Une opération militaire spéciale est en cours et des drones volent aussi chez nous. Et rien ne garantit que nous ne serons pas confrontés à une famine, franchement. Jusque-là, l'économie russe avait bien résisté, malgré les sanctions massives qui ont visé le pays après le début de l'invasion. Ces sanctions avaient d'abord ciblé le système bancaire russe, puis interdit l'exportation vers la Russie de produits technologiques notamment. Mais la Russie a trouvé ses sauveurs. Les Chinois, ils ont permis à la Russie et aux entreprises russes de trouver une porte de sortie. On sait que le marché européen, c'est là où elle achetait pas mal de produits, notamment technologiques. Et là, le marché européen s'est quasiment fermé à la Russie, donc elle a dû trouver de nouveaux partenaires, des pays asiatiques et notamment des 2 mastodontes, la Chine et l'Inde. Or, tout ça fait que ça a quand même un coût et ça se résulte directement dans une inflation élevée. L'inflation est désormais difficile à supporter pour de nombreux Russes, d'autant que les taux d'intérêt montent en flèche. Donc on comprend que 9% d'inflation, ça grignote le pouvoir d'achat des Russes
Or, pour lutter contre l'inflation qui est à un niveau élevé, la Banque centrale de Russie a rehaussé tous les 2 mois, son taux directeur qui est aujourd'hui à un niveau de 21%. C'est-à-dire que les taux de prêts bancaires pour les Russes lambda, s'ils veulent faire un prêt immobilier à la consommation, ces taux y tournent à près de 30% aujourd'hui. L'électorat naturel de Vladimir Poutine, les fonctionnaires des secteurs non concernés par la guerre, comme les enseignants, ou les retraités comme Zinaïda, que vous avez entendu tout à l'heure, sont les premiers touchés. Pour certains, rembourser les prêts pour leur logement est devenu très compliqué. C'est la classe moyenne et la classe moyenne inférieure que Vladimir Poutine se vantait d'avoir sorti de la pauvreté depuis son arrivée au pouvoir en 2000. Imaginez, 30%, c'est un record globalement depuis 20-25 ans. Ces taux qui sont exorbitants, ils menacent aussi les entreprises directement de faire faillite dans les prochains mois. Et les élites économiques sont inquiètes. Les grands patrons russes, donc des gens dont la parole est écoutée au Kremlin, ces gens-là commencent à publiquement remettre en question la politique de la Banque centrale de Russie. D'autant que cette inflation s'accompagne d'une baisse des exportations de charbon, de métaux et de gaz notamment. Et l'économie s'essouffle. La croissance ne devrait pas dépasser 1,5% cette année, contre près de 4% en 2024. L'inflation record est surtout la conséquence d'un problème de fond qui n'est pas prêt de s'arrêter. La crise démographique accentuée par la guerre, car des centaines de milliers de Russes se sont exilés ou sont sur le front, sans compter ceux qui ne reviendront jamais. Le bilan des pertes est secret, mais des sources occidentales parlent de 600 000 morts et blessés. La main-d'œuvre manque cruellement, ce qui fait flamber les salaires et donc l'inflation. Il y a des pénuries de main-d'œuvre très importantes dans certains secteurs, que ça soit le BTP, la construction, l'agriculture. Ce qui fait que notamment les entreprises du complexe militaro-industriel, pour recruter le moins de Russes qui restent disponibles sur le marché du travail, ils sont obligés de proposer des salaires plus attractifs et donc les salaires augmentent, ce qui fait augmenter aussi les prix à la consommation au quotidien. Le chômage est au plus bas, à 2,3%, et plus d'1,5 million d'emplois ne trouvent pas de preneurs. Donc est-ce que ça peut pousser des secteurs de l'économie à vouloir un arrêt des hostilités? Aujourd'hui, c'est très dur de répondre à cette question et on peut même pas le dire parce que les gens ne vont pas le formuler comme ça. L'AFP, le soir du Nouvel An, a interrogé des moscovites sur leurs souhaits pour 2025. Globalement, tous assez rapidement ont convenu que eux souhaitaient une fin du conflit, la paix retrouvée avec l'Ukraine. Pour 2025, je pense qu'on s'attend à ce que la paix arrive et on a de grands espoirs. Et je pense que la plupart des Russes ont probablement les mêmes attentes que moi. C'est la chose la plus importante. Et pour le reste, tout ira bien. Donc ça, c'est un point important, c'est qu'ils le disent de façon assez ouverte. Ces gens-là, ils veulent la paix, notamment pour des questions, on l'a dit, économiques. L'inflation élevée, c'est une conséquence directe des sanctions et de l'écosystème économique qui a changé depuis 3 ans. Mais paradoxalement, cette situation pourrait aussi provoquer la tentation d'une fuite en avant, car justement, une nouvelle classe de Russes tire parti de cette guerre. Une partie de la population profite de ces salaires qui sont en augmentation. Et c'est assez intéressant, c'est plutôt les régions qui étaient moins développées, où les revenus étaient plus faibles. Selon le Centre Carnegie, un institut de recherche, dans certaines régions, les primes pour attirer les soldats peuvent atteindre 20 000 et même 30 000 $. La Russie a doublé sa production de blindés et une nouvelle industrie de fabrication de drones destinés à la guerre a émergé. Certains hommes ont signé des contrats à des niveaux qui sont des salaires triplés, voire quadruplés par rapport à un emploi normal dans le BTP ou dans l'agriculture dans une région agricole. Tout est tourné vers ce conflit en Ukraine, tout est tourné vers la guerre, et l'économie, elle en est aujourd'hui très dépendante. Comme je vous le disais, c'est l'impulsion budgétaire du Kremlin, du budget fédéral, dans l'armée, mais aussi dans toutes les entreprises connexes. Tout ça, ça bénéficie à un grand nombre d'acteurs. Ces gens-là, peut-être qu'ils se disent on est mieux comme ça, on s'est enrichi, et ils n'ont pas forcément intérêt à ce que ça s'arrête. Aujourd'hui, avec un budget fédéral qui est à 40% à allouer à la sécurité et à l'armée, on se dit, mais comment revenir en arrière s'il y avait une paix un jour
Et démilitariser l'économie russe sera pas facile, ça sera un vrai enjeu. Pour Robin Bjalon, ce n'est donc pas l'économie qui poussera Vladimir Poutine à signer un traité de paix, en tout cas pas pour l'instant. Vladimir Poutine, il est dans une logique de quoi qu'il en coûte, au niveau économique. Et d'ailleurs, on le voit, le budget qui est voté pour 2025, il est en hausse de quasiment 30%, le budget militaire, avec un déficit fédéral très contenu. Aujourd'hui, il est attendu à 1,7, donc moins de 2% de déficit pour la fin d'année 2024. Ça pourrait rendre jaloux quelques pays européens qui, eux, ne sont pas dans une logique de guerre actuellement. Sur le fil revient demain. Je suis Michaela Kinsella-Kiffer. Merci infiniment de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez notre podcast et de partager autour de vous. À bientôt.